Bonjour et merci d'être venu, d'être présent ici aujourd'hui à cette troisième édition de Salon du Livre. Je me présente, mon nom est Ndefatou Mboup, connu sous le nom de Poupette. J'ai été là lors de la première édition du Salon du Livre avec, tout comme ces braves dames que je vais appeler. J'ai été là en tant que co-écrivaine du nouvel Sœur d'encre à la première édition. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là pour présenter les livres de mes sœurs, Liées et déchaînées. Donc, sous ce, j'appelle Kinenyo. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Selbe Diouf, Paul Kadia Traoré, Gina Goudjabi, Mamsak Mariama Diallo, Oumi Ndiaye, Absassar et Paul Sama. Merci. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par vous. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Paul Kadia Traoré. Je suis journaliste et je suis la fondatrice du site Abena Communication. Voilà. Et je suis co-autrice de ce livre, Liées et déchaînées. Merci. Bonjour, moi c'est Selbe Diouf, artiste, rappeuse, chanteuse. Et maintenant, où est Fatou Giarna, le collègue, co-autrice du livre Liées et déchaînées. Je suis vraiment ravie d'être là, de retrouver mes sœurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Paul Sama. Je suis co-autrice de l'ouvrage Liées et déchaînées. Je suis enseignante de formation, passionnée d'écriture. Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Kinenya. Je suis community manager et en même temps scénariste. Je suis co-autrice du recueil de nouvelles Liées et déchaînées. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Mamsak Mariama Diallo, ancienne journaliste, actuellement commerciale et entrepreneur, passionnée de lettres et de crochet. Ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci à vous de vous être présentés. Donc, Liées et déchaînées. Pourquoi ce titre? Pourquoi Liées et déchaînées? Si je me rappelle bien, on a reçu le document que Amina nous avait envoyé pour qu'on relise une dernière fois les histoires, pour s'il y avait des corrections à faire et tout. Donc moi, je l'ai lu en une journée. Donc j'étais assez frappée et vraiment, j'ai trouvé cela agréable de lire des femmes qui inspiraient. J'avais l'impression qu'on était liés parce qu'on avait eu à se rencontrer grâce à la résidence d'écriture qui avait été organisée par Amina, qu'on remercie d'ailleurs. Donc j'avais l'impression qu'on était déjà liés par cette résidence et on s'est déchaînés en quelque sorte. De un, et de deux, dans nos histoires communes, je retrouvais ce lien-là, cette relation qui s'était créée. Et dans chaque histoire, je retrouvais un bout de chacune d'entre nous, si je peux le dire ainsi. Donc on était liés. Chaque personnage avait quelque chose d'assez commun. Voilà. Et je pense que c'est ce qui m'a fait penser à ce titre-là. Voilà, Liées et déchaînées. Je voulais aussi ajouter, au-delà du titre que Mamsak a choisi, mais que nous avons choisi, Liées et déchaînées, mais en exergue des thématiques qui s'opposent, comme par exemple la rébellion d'un côté, la libération de l'autre, les libertés d'un côté et l'enfermement de l'autre, comme pour montrer que Liées et déchaînées défend des thématiques sociaux, des thématiques sociales, autant pour moi, et culturelles, actuelles, surtout en ce qui concerne la question liée aux femmes. Ces questions, n'est-ce pas,
qui montre souvent qu'au point de vue interne, les femmes vivent des situations vraiment parfois compliquées, qui sont comme des liens qui les attachent, n'est-ce pas, à une situation bien déterminée. Et c'est une détermination à mettre fin à ces liens à travers des dénonciations, à travers l'envie qu'il y ait de la justice, n'est-ce pas, d'où le caractère déchaîné du livre, n'est-ce pas, qui justifie encore le titre de notre collectif. Merci. Et tout avait traité des sujets qui parlent de la femme, qui embellit la femme, qui lui donne le courage, et je vous salue par rapport à ça. Si je peux me permettre, Gina, le courage de vivre, que j'ai trouvé très forte comme titre. Et je me demande pourquoi ce sujet, pourquoi avoir voulu présenter la femme ainsi. Et ce titre aussi qui est très attractif. C'est une histoire personnelle, quelque chose de vécu ou bien? Alors, normalement, on écrit toujours sur une histoire vraie, que ce soit par rapport à l'entourage, par rapport à notre propre histoire, l'histoire de nos proches quand même, parce qu'on a beaucoup de figures féminines qui peuvent nous inspirer en fait. Et le courage de vivre, c'est vraiment... L'idée m'est venue parce que j'ai toujours remarqué que l'être humain, parfois, a du mal à plonger à l'intérieur de soi pour assumer, en fait, pour affronter ses émotions. Et il faut du courage, en fait, pour faire ça. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver à comprendre nos émotions, les sentiments qu'on a tendance à refouler pour ne pas se blesser. Et il faut juste les affronter et puis mieux nous comprendre, mieux nous accepter et pouvoir avancer en paix. C'est ça. Et Ouminia, elle est là? Ah, c'est vous? Ok. Ouminia qui parle de la nuit nuptiale, c'est ça? Donc là, quand j'ai lu, je me suis dit, ok, parce que souvent j'entends parler de la virginité auparavant, aujourd'hui, une différence. Comment vous la voyez, cette différence? Merci de m'avoir donné la parole. J'ai parlé de la virginité, de la conception que nos mères, nos arrière-grand-mères, nos grands-mères avaient de la perception de la préservation de la femme. Une femme se devait de se préserver pour son mari. Et même on évaluait la qualité, les valeurs de la femme par rapport à cette virginité-là. On disait qu'une personne, elle est bonne ou elle est mauvaise parce qu'elle est vierge. Alors que ça va au-delà de cela. Beaucoup de femmes ont perdu leur virginité, pas parce qu'ils se sont donnés à un homme, mais il y a eu des accidents, il y a eu des viols, il y a eu d'autres paramètres qui font qu'une femme n'est plus vierge. Alors que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, ils comprennent mieux ces réalités-là, ils comprennent mieux aussi que la valeur intrinsèque d'une personne ne se suffise pas à sa virginité. Voilà, c'est ça que j'ai voulu un peu expliquer sur cette histoire. Sujet un peu complexe quand même. Merci. Mais bravo quand même. Et je vais basculer avec Kinenya. C'est là, le micro est avec vous. Kiné. Une seconde pour tout changer. C'est un titre aussi qui m'a frappé. J'ai lu l'histoire, mais j'aimerais l'entendre et puis peut-être mieux comprendre pourquoi une seconde pour tout changer. Une seconde pour tout changer. À travers cette histoire, je voulais mettre en exergue le fait que la vie d'une personne peut basculer d'un moment à l'autre. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi ce titre, parce qu'à travers l'histoire, on suit une jeune femme dont la vie va être bouleversée par déjà
déjà, elle va être confrontée à la maladie, la dépression. Et face à tout cela, elle va décider de s'en sortir. Mais à un moment donné, c'est la vie elle-même qui va faire qu'elle va sombrer. Du coup, à travers cette histoire, je voulais montrer que parfois la volonté d'une personne ne suffit pas et que la vie elle-même, peut-être on peut dire que c'est le destin, mais la vie elle-même, c'est elle qui fait que parfois tu te retrouves dans des situations qu'au départ tu ne voulais pas. En fait, ton histoire, elle est psychologique pour moi. Parce que quand je l'ai lu en tant que mère, je me suis revue. Et en fait, ce truc entre la maman qui est fatiguée, qui a toujours envie de se relever pour sa fille, ce surmenage-là, en fait, moi, elle a été un peu je l'ai vue comme comment ça s'appelle encore? Une thérapie. Quand j'ai lu ce petit résumé que tu m'as envoyé. Et ton titre, Les chaînes du berceau. J'ai trop aimé. Merci beaucoup, Poupette. Les chaînes du berceau, vraiment, ce titre est venu après Lié et déchaîné, parce que, et après le titre du livre, j'ai vu que vraiment, ça reflétait exactement ce que je voulais dire dans l'histoire. Les chaînes du berceau racontent l'histoire d'une jeune femme qui est très heureuse d'entrer dans un mariage très jeune et très heureuse c'est-à-dire de faire tout ce que sur le plan traditionnel et culturel, on lui demande sans penser à elle-même, à ses émotions et autres. Et en l'espace de quelques temps, disons 8 à 9 ans, elle va se retrouver avec plein d'enfants qui vont faire en sorte qu'elle perd son identité, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus si elle doit être heureuse d'être mère ou alors complètement malheureuse d'être mère. Donc, elle se retrouve enchaînée, n'est-ce pas, entre ce lien viscéral entre une mère et ses enfants et, n'est-ce pas, ses problèmes personnels. Et en écrivant Les chaînes du berceau, je voulais mettre en exergue, n'est-ce pas, les questions liées à la maternité. Comme pour dire que la maternité, parfois, quand elle est excessive ou alors imposée, peut symboliser un enfermement pour la mère, n'est-ce pas? Et entre les joies de l'enfantement et les responsabilités, le prix du sacrifice est souvent très lourd. Donc c'était un peu ça dans mon histoire. Merci. Donc là, je vais voir Selvé, perdue dans mes rêves. Mais moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, comme dans tous vos recueils d'ailleurs, se battre pour les autres et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Un texte très fort aussi. Et on sent cette Selvé activiste dans ce récit. Su ngeen xamoon fi ma jaar ba yegg si fii cey su ngeen dundoon li ma dund ba yegg si fii su ngeen xamoon saa yu ma juumee na ngeen ma baal. wax jooju dafa am solo. Je vais faire mon speech en wolof parce que pour man dund mënoo ko dund fekk géntoo ko. La différence entre les deux rêveurs, c'est que l'une est restée à rêver et l'autre s'est levée pour réaliser ses rêves. Et pour moi, ma vie est un rêve, mais à un moment donné de ma vie, j'ai décidé quand même de me lever et d'affronter les problèmes pour enfin réaliser mes rêves. C'était flou au début, c'était pas évident. C'était très difficile pour quelqu'un qui a arrêté ses études à la classe des Nantais, CM2, qui a eu comme mère une battante, comme grand-mère une battante, mais qui a su quand même que malgré tout, il y a des choses
qui devient comme le karma en fait. C'est comme la responsabilité. La responsabilité, pour moi, elle est héréditaire. Par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu comme artiste, comme quelqu'un qui aime utiliser en tout cas l'écriture pour extérioriser ses problèmes. Beaucoup me disent, non, moi je ne pense pas que tu as vécu assez de problèmes. Parce que j'aime rire, j'aime faire rire. C'est pour moi une forme de thérapie. Et au début, ce n'était pas évident. Amina est témoin de ça. J'ai voulu esquiver beaucoup de choses en écrivant cette partie du recueil. J'ai douté à un moment, j'ai voulu même changer de texte. Mais c'était une étape pour moi à franchir. Parce que je donne beaucoup d'espoir à des jeunes, à des femmes, à des hommes. Et je ne peux pas dire aux gens d'assumer leur parcours, d'affronter leur peur et de rester dans cette bulle. Cause pour laquelle je me suis dit, oui, je rêve de changer le monde, mais il faut que je montre la voie. C'est pour ça que, oui, c'est très compliqué pour moi, par contre, de relire, en tout cas, cette partie du recueil, parce que je me projette, je retourne dans des moments et des événements qui ne sont pas du tout évidents. Et j'espère que tous ceux et celles qui vont lire ce livre vont avoir cette même impression-là, c'est-à-dire de pouvoir un peu connaître la personne de Selbé Diouf, qui diffère vraiment à la personne de Sister Elby, qui a droit et devoir de montrer que du bon face aux autres. Merci beaucoup. Candiliane, en fait, pourquoi je n'ai pas retenu le titre? Vous m'aviez répondu tardivement et j'avais juste mis une question pour savoir est-ce que c'était une alerte pour les jeunes ou bien. Donc c'était ça, j'avais pas trop une idée par rapport au titre. Merci. Merci Poupette. Une alerte, oui, on peut l'appeler comme ça, du moment où c'est l'innocence qui est arrachée moralement. Arrachée moralement parce que c'est en général de jeunes filles assez casanières qui ne connaissent pas réellement les autres 4 coins du monde, mis à part les 4 coins de leur maison, les 4 murs, pardon, de leur maison. Donc, Candide Liana, c'est comme le titre l'indique, Candide pour parler de l'innocence, et Liana d'une jeune fille qui, voilà, ne connaissait pas vraiment l'amour, mais à un moment, elle a eu justement à tomber amoureuse et à penser que c'était réciproque. Mais malheureusement, l'homme en question n'avait pas des idées, je peux dire, honorables. Alors, comme tu l'as dit, c'est une alerte pour dire qu'il y a toujours des prédateurs, tout comme il peut y avoir de bons hommes, c'est vrai, mais il y en a toujours des prédateurs, qu'il faudrait également que toujours les mères puissent être là à poser des questions pour savoir, parce qu'il peut y avoir aussi certaines jeunes filles qui ont peur de parler à leur mère parce qu'elles ne voudront pas les inquiéter ou ne voudront pas être jugées. Donc voilà, c'est comme tu l'as dit, une alerte, je pense, oui. Je vais continuer avec Absa, une nuit, une longue nuit. Donc, qui aussi, je trouve que votre titre, il est vachement beau parce que vos histoires sont liées. Par la maternité à la naissance, une alerte. Donc, je trouve que, en fait, vous n'aurez pas eu à choisir mieux que lier et déchaîner. Franchement, Absa. Donc, est-ce que dans cette histoire, comme dans la plupart des histoires que j'ai lues, on pointe, parce que là, on pointe du doigt les hommes. En fait, je dirais pas cette ignorance. On a tendance à voir des hommes qui ne prennent pas assez soin de cette femme qui est enceinte, qui, on dit souvent, elle fait des caprices, elle fait ceci, elle fait cela. Ça gagne, quoi, négligé. Donc, est-ce que tu es en train de les toucher et à travers cet écrit Merci, Poupette. Voilà, j'ai voulu parler de la maternité
D'abord parce que c'est un thème qui est universel. C'est universel et surtout, c'est un thème qui est sensible quand ça touche des personnes vulnérables, comme les personnes qui sont dans le livre, qui vivent dans des zones reculées où ils n'ont pas accès aux soins de santé, comme par exemple, l'histoire se déroule dans le Fouladou, là où une mère qui est enceinte et qui a une grossesse extra-utérine et qui ne le sait pas parce qu'elle est ignorante, et elle va avoir, pendant une nuit, elle va avoir des douleurs et des saignements. Dans la chambre, elle était avec sa fille, mais le père qui était au courant de la situation, il n'a pas aidé à temps, il l'a laissée à elle-même jusqu'à ce qu'elle agonise. C'est par rapport à ça, j'ai voulu sensibiliser les gens par rapport au thème de la maternité et par rapport aussi éveiller les consciences par rapport aux femmes qui vivent dans des zones difficiles d'accès, ce qu'elles vivent là-bas. Parce que je l'ai vécu, j'étais là-bas et j'ai vu des situations pareilles. J'ai été à Kolda en tant qu'enseignante. Et c'est ce qui m'a inspirée à écrire cette... Donc, on va terminer avec toi. Sadia, qui, en fait, est le point de fermeture de toutes vos histoires, parce que ça parle d'une femme mariée, divorcée, et je pense qu'il y a eu des violences conjugales, psychologiques et tout. Donc, je vais te laisser... Merci. Voilà. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je suis journaliste et j'ai un site que j'ai dédié à la femme et à l'environnement, parce que je suis une activiste féminine pour le climat. Donc du coup, je me suis dit que toutes les histoires que tu racontes, il faut que vraiment que ce soit vérifiable. Donc dans mon site, il y a une rubrique que j'ai nommée Histoire de femmes, ce qui me permet d'aller voir les femmes et de parler avec elles pour qu'elles m'expliquent un peu quel genre de violence elles vivent, que ce soit la violence économique, physique et morale. Parce que surtout la violence morale, les gens n'en parlent pas. Mais à travers ça, j'ai rencontré une jeune fille, parce que Sadia, c'est un nom d'emprunt. J'ai rencontré une jeune fille qui m'a beaucoup marquée parmi toutes les histoires que j'ai eu à écrire. Parce qu'elle a dit non. Et elle s'est donné les moyens de dire non. Elle n'a pas voulu être une femme soumise. Malgré le fait qu'elle m'a un peu fait penser à Selbe quand elle expliquait un peu son histoire. Elle a dit que non, elle n'a jamais fait les bancs, elle n'a pas fait l'école, mais elle ne va pas se laisser maltraiter. Bon, c'est une histoire banale dans les banlieues, parce qu'en général, les familles vivent en proximité. Tu as une chambre, tu es dans la maison familiale, tu partages la chambre avec tes enfants. Donc les filles, dès qu'elles commencent à grandir un peu, entre 14 et 15 ans, s'ils trouvent quelqu'un, on les donne en mariage, sans essayer de voir si c'est un bon mari, ça les importe peu. L'essentiel est qu'elles quittent la chambre et que les parents se déchargent de leurs responsabilités. Donc c'est dans ce cadre-là que Sadia a trouvé un époux. Au début, c'était bien, elle se sentait bien parce qu'elle avait sa propre chambre et tout, elle était à l'aise. Mais à un moment donné, les problèmes ont commencé. Et c'est des problèmes qu'on vit tout le temps aussi au Sénégal. C'est des problèmes familiaux où, dans la grande famille, quand il y a des belles-sœurs qui est divorcée, elle apporte des problèmes. Il y a d'autres belles-sœurs aussi qui sont mariées mais qui ne quittent jamais la maison familiale. Donc du coup, elle avait ce genre de problème-là, mais elle a dit non. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Elle a tout fait pour se débarrasser de ce mari-là. Et elle a pris ses propres moyens, parce qu'elle n'est pas venue divorcer comme ça. Elle est allée jusqu'à découvrir la maison, comment ça s'appelle, l'association des Russes sénégalaises. Elle est partie là-bas, elle a expliqué son histoire et elle a été aidée. Et ça, je me dis que si toutes les femmes essayer vraiment de s'en sortir réellement. Il faut essayer de s'en sortir réellement, pas de dire que voilà comment les gens vont voir les choses. Tu meurs à petit feu. Et vraiment, c'est ce qui m'a marqué. J'ai voulu mettre cette histoire-là avec un peu de l'imaginaire et tout ça. Voilà, mettre un peu de sauce. En tout cas, merci à toutes. Peut-être des questions au niveau du public. Depuis que je suis entré dans cette salle, tout est femme. Les livres, les personnes, tout est femme, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Donc je me disais que les femmes ayant parlé, il n'y a rien à dire sur la parole des femmes. Donc c'est par respect, et comme d'ailleurs je vois une dame qui est là, qui pourrait, elle, vous interpeller, parce que
Je pense que vous avez dit des choses sur lesquelles elle aurait pu avoir des choses à dire. Professeur. Je pense que... voilà. Alors, maintenant, je vous félicite d'abord d'avoir écrit. Je pense que c'est assez important que des jeunes dames écrivent. Je vous soupçonne, je préfère être franc avec vous, hein. Je vous soupçonne de porter des masques quand vous écrivez. Et d'ailleurs, elle a très bien dit, celle que vous voyez n'est pas celle qui est. Donc, cette dualité que vous vivez tous et que vous exprimez tous dans un déchaînement, mais un déchaînement voilé également. Et donc, si le chapeau peut me faire croire à un déchaînement, les voiles peuvent me faire croire à une autre interprétation. Donc, finalement, vos masques, certainement, sont ce que les hommes voient. Mais ce que nous voyons aussi, c'est votre désir de déchaînement. Je pense que ça, il faut l'avoir, il faut être déchaîné. Malheureusement, les jeunes dames que vous êtes, vous ne l'êtes pas assez. Je pense que vous êtes devenus très timorés. Très timorés parce que je pense, ça c'est mon point de vue vous allez encore dire point de vue d'homme, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez moins de réponses par rapport à la ruse des hommes que vos devancières. Je pense qu'il y a une ruse des hommes qui vous enchaîne en vous donnant l'impression que vous vous déchaînez. Et cette ruse des hommes s'exprime par ces genres de derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, que vous répétez d'ailleurs, ce qui m'étonne très fort, évidemment, tout le discours qu'il y a dans les médias, hein, sur vos enfants qui réussissent parce qu'il y a colligué et des choses comme ça. Et ça, c'est les hommes qui le disent. Et vous êtes heureuse d'entendre ça. Vous ne vous révoltez pas contre ça. J'ai vu dans la presse aujourd'hui mes amis de Jamra qui disent qu'il faut mettre fin, je crois, il y a une marche des femmes toutes nues le 31. Je crois que c'est le 31. Je crois que tous les voyeurs hommes ont retenu cette date et tous les voyeurs hommes espèrent qu'il y aura cela tout en vous dénonçant en disant qu'il ne faut pas le faire. Mais leur désir profond, c'est de vous voir défiler toutes nues dans les rues. Mais moi, je sais pourquoi ça n'aura pas lieu, mais si ça n'a pas lieu, ça sera parce que vous le voulez. Mais d'une certaine façon aussi, je parle longtemps parce qu'elles ont parlé longtemps, vous êtes là à regarder. Si je vois une mère, j'arrête. Mais moi, je voudrais intervenir. Hein. Merci, papa. Mais quand même, moi, je pense que... non, mais je termine un peu. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que nous, on est venu présenter un livre avec 10 femmes qui parlent de lier et déchaîner. Et moi, je pense que le speech que notre papa vient de faire est tout à fait à côté de ce que nous, on représente et de ce que nous, on pense. Parce que s'il avait lu un peu ce recueil de nouvelles qu'on a eu à faire, il saurait que oui, on est bien liés par nos histoires, mais on est vraiment indépendants et déchaînés par rapport à tout ce qu'on fait. Nous, on a Fatou Sow comme repère. Et on n'ose pas se plier. Parce qu'on va nous dire que c'est nos enfants qui vont réussir parce qu'on a souffert. Nous, on ne veut pas souffrir en fait. En quelque sorte, on ne veut pas souffrir. On veut juste vivre heureuse et que nos enfants vont se débrouiller après, quoi. C'est ce qu'on a appris en tout cas de nos pères. Et ce livre Lié et déchaîné, papa, si vous avez le temps de lire ce livre, je pense que vous allez comprendre beaucoup plus ce qui nous a amenés aujourd'hui ici et ce qui a pour but de mettre cet événement-là. Je félicite Amina. Parce que les femmes, oui, quand elles écrivent et pour les hommes et pour les femmes, mais elles écrivent aussi pour montrer les failles qu'ont les hommes à gérer, les contraintes par rapport à tout ce que les femmes ont à dire tout bas et que les écrivaines comme nous disent tout haut. Merci beaucoup. Et merci Selbe. Je vais ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Merci à notre intervenant. Mais je viens parce qu'il y a des mots que moi et les autres personnellement interpellés. Il a parlé de masque, il a parlé de voile, et je reviens directement sur ça comme pour dire que si nous sommes là aujourd'hui, justement,
Il parle par exemple du voile, il a parlé de son chapeau, de ses foulards. C'est aussi ça, exprimer notre liberté dans la diversité de façons de s'habiller, nous exprimer. Elle veut mettre son voile, elle met son voile. Elle veut être en chapeau, elle met son chapeau. Je mets ma perruque, sa robe et tout ça, toutes ces couleurs. Voilà. Maintenant, ça c'est le voile extérieur, l'habillement. La quête de l'identité, maintenant elle est à l'intérieur. Elle se reflète dans ce livre que nous avons écrit à travers des histoires spécifiques, mais qui rejoint une thématique collective. Et à côté de ça, il est revenu sur le salon, les histoires de livres. Oui, nous voulons un salon de livres féminin. Nous le disons, un salon de livres féminin pour mettre les écrits des femmes en avant, pour que nous soyons entendus, parce que voilà, c'est ça. On le dit haut et fort et on n'a pas peur de le dire. Merci. Et juste pour rajouter, qui d'autre que les femmes pour écrire les histoires des femmes? Nous savons nous raconter et nous nous racontons très bien. Et aussi nous permettre aux femmes d'ouvrir les yeux, d'enlever ce masque par rapport à leur vie. Leur demander de se lever, d'avoir le courage de se battre. On est là pour ça et ce salon est fait pour ça. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse du retard encore. C'était juste pour féliciter la team. Et surtout, mention spéciale à ma soeur Elbi. Parce qu'on tellement invité, je lui ai dit que j'espère que ce n'est pas le petit visible, le guerre de Baradoli. Donc, encore félicitations. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Félicitations, mes chères dames. Franchement, c'est encourageant de porter ce combat. Alors, d'après votre présentation, j'ai quelques questions à poser l'une d'entre vous. Alors, parmi vous, il y a Kinenya, que j'ai une question pour vous. Dans ton œuvre, une seconde pour tout changer, si j'ai bien noté, une jeune femme confrontée à la dépression. Ma question en est que comment était sa lutte pour en sortir? Et pour enchaîner aussi sur les scènes du berceau, une histoire d'une jeune femme heureuse dans son foyer. Qu'est-ce qui provoque sa perturbation? Ensuite, sur le recueil de Selbé Diouf, je pense, quel enseignement devrons-nous en tirer de ce recueil? Et sur la dame aussi qui parle de la maternité, quelle position a l'homme à la maternité de sa femme? Ou bien quelle position a l'homme sur l'accouchement de sa femme? Oui, Maïssa, déjà, merci pour la question. Si je pense bien, c'est comment la protagoniste est sortie de la dépression. Voilà, une seconde pour tout changer. Ça parle de la maladie, la dépression, comment sortir d'une dépression. Quand, par exemple, tu ne peux pas compter sur ton mari, sur ta propre mère, sur ton père, quand tu as tout le monde au dos, si je peux dire. Du coup, la protagoniste a su tirer en elle-même, voilà, la force de changer, de se dire que non, ce n'est pas cette vie que je veux. Je veux vivre comme Selbé l'avait dit tantôt. Voilà, il faut vivre sa vie parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et le bonheur, ce n'est pas les autres qui peuvent nous donner le bonheur. Le bonheur, on le puise déjà en soi. Voilà, et elle a su croire en elle, se battre, voilà, pour sortir de cette dépression, ne compter que sur elle-même, faire des projets pour son avenir. Et voilà, elle a su sortir de cette dépression. Bon, moi, je pense que ce que je peux retenir en tout cas, c'est pour dire des conseils, c'est trop dire, mais je vais juste lire cette partie de Sœur Emmanuel qui disait « La vie est un risque. Celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu. » Alors des fois,
n'aie pas peur, en tout cas, de prendre des risques. Parce que les expériences, on ne les acquiert pas parce qu'on se lève, on ne fait rien, en fait. Il faut se heurter à des problèmes, essayer de trouver des solutions. Et pour réussir encore plus, parce que la réussite, elle n'est pas juste à côté, en fait. On peut te montrer du doigt que c'est là-bas, mais avant d'y arriver, c'est beaucoup d'étapes. Et moi, je dis que si je devais changer quelque chose dans ma vie, je ne changerais rien, parce que ça fait de moi celle que je suis devenue. Qu'est-ce qui a provoqué la perturbation de la protagoniste dans les chaînes du berceau? Je vois que les questions, il veut qu'on rentre vraiment dans l'histoire pour comprendre. Donc, on invite encore à lire le livre. Mais pour résumer un peu, Georgette ici, c'est une jeune femme, elle s'est mariée. Pour elle, c'est satisfaire son mari qui signifie la réussite d'un mariage heureux. Et pour son mari, un homme est vu en société en fonction du nombre d'enfants qu'il a. Pour lui, le respect, c'était lié au nombre d'enfants. Donc, en moins de 8-9 ans, elle se retrouvait avec 11 enfants. Et là, elle perd son identité. Elle ne sait plus qui elle est. Entre ce lien entre la maternité et sa propre identité, elle est vraiment perdue. La naissance du 11e sera l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'elle commence à être en exil, comme elle s'est exilée intérieurement, pour essayer de répondre aux questions sur son identité, qui elle est, ses propres convictions, et comment aussi mettre un terme aux ambitions démesurées de son mari. C'est la quête, n'est-ce pas, des réponses de ce chemin qui conduit vraiment à ce livre, Les chaînes du berceau. Le livre finit un peu de façon dramatique par une nouvelle, puisque ce sont des nouvelles. Voilà, c'est un peu ça pour répondre. Merci. Voilà. Ça marche. Ça marche, oui. Voilà, sa question, c'était par rapport à la maternité. Je pense que c'est culturel. Notre société voudrait que la maternité concerne seulement, les questions de la maternité concernent seulement les femmes, alors qu'il faut être deux pour faire un enfant. La plupart du temps, tout est laissé, la mère est laissée à elle-même, alors que le père devrait être présent de la conception jusqu'à la réalisation. Par exemple, les 9 mois à l'accompagnement de la femme devrait se faire plus. Parce que la société sénégalaise demande trop à la femme. J'ai voulu qu'on prenne conscience de cela, que la maternité, c'est une question de deux personnes qui doivent s'entraider. La femme devrait être plus aidée par l'homme. C'est pour faire prendre conscience de cela que j'ai voulu parler de la maternité dans l'œuvre. Voilà. Merci et merci d'être... désolé, on est... là, il y a le temps qui presse. Donc, merci à vous d'être présents et je vous le recommande vivement. Liées et déchaînées. Et ces histoires sont vraiment liées et elles sont aussi vraiment déchaînées. Merci à vous toutes. Merci pour cette belle requête. Merci.